Bienvenue dans cette édition du 29 mars 2020, c'est le 12 minutes de TV5 Monde, avec toujours la pandémie de coronavirus à la une de l'actualité mondiale. L'Europe reste son épicentre avec l'Italie, pays le plus endeuillé au monde. Le seuil des 10 000 morts est franchi malgré le ralentissement de la contagion. L'Espagne, elle durcit ses mesures de lutte contre la maladie et arrête toutes les activités non essentielles. Elle est désormais le deuxième pays en nombre de victimes. Quant à la France, elle poursuit ses évacuations sanitaires pour soulager les hôpitaux saturés du Grand Est. 36 patients transférés aujourd'hui vers la Nouvelle-Aquitaine. Le gouvernement se lance dans une course contre la montre. 1 milliard de masques commandés, des millions de tests annoncés et ce défi, 3 fois plus de lits en réanimation, 14 000 prévus dans les prochains jours, prochaines semaines. Nous devons collectivement faire face à un défi considérable. Fournir un effort intense. Un effort qui va s'inscrire dans la durée. Car je veux vous dire les choses avec clarté et franchise. Le combat ne fait que commencer. Et on l'a appris ce dimanche, la mort de Patrick Devedjian, premier homme politique français victime du coronavirus. Ancien ministre et président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, il avait 75 ans. C'est le cri de détresse lancé sur les réseaux sociaux d'une jeune infirmière new-yorkaise. Nous avons complètement perdu le contrôle. Nous ne pouvons plus contenir le virus. Nous ne pouvons même pas sonner l'alarme pour l'arrêter. Il est déjà partout. Comme elle, des dizaines de professionnels de la santé témoignent. Manque de matériel, de personnel, mauvaise gestion des hôpitaux. Dans l'État de New York, la situation s'aggrave de jour en jour, à tel point que certains soignants ont décidé de faire grève malgré la crise sanitaire. Ça se produit maintenant à New York, mais ça va continuer partout. Et si nous ne commençons pas à élever la voix maintenant, nous avons vraiment peur que le virus continue à se propager dans tout le pays. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. L'État de New York est devenu l'épicentre américain de l'épidémie, avec plus de 50 000 cas confirmés et au moins 728 morts. La ville qui ne dort jamais est vidée de ses habitants, tout comme la célèbre place Times Square. La population confinée, le gouverneur Andrew Cuomo tente de la rassurer en promettant de mettre les moyens pour les hôpitaux. Je suis ici pour protéger New York, c'est pour ça que je suis payé. Je dois trouver un moyen d'acquérir des appareils de ventilation respiratoire. Peu importe combien je vais payer, je dois me les procurer. Donald Trump avait annoncé la possible mise en quarantaine de l'État avant de faire marche arrière sous le feu des critiques. Une communication à l'image de la classe politique américaine, divisée face à l'ampleur de la crise. Plus de 123 000 cas de contamination dans le pays et les médecins préviennent, l'épidémie n'en est qu'à son début. Ces favelas font face à des dizaines de cas de contamination. La quarantaine a été imposée, les habitants appelés à rester chez eux. Mais ce confinement est difficile à respecter. Ici vivent 1,5 million de personnes, dans une grande précarité. Comment voulez-vous que les gens restent chez eux sans travailler et sans gagner d'argent? En plus, dans les supermarchés, on ne peut plus rien acheter. Habitués à se serrer les coudes, les habitants de cette association de quartier sont mobilisés. Voilà, on a du riz, des haricots, juste un paquet de chaque. On ne peut pas faire plus pour le moment. Kelly a organisé cette collecte de produits de première nécessité et d'hygiène. C'est pour les familles les plus pauvres, celles qui n'ont pas de revenus, qui ne reçoivent aucune aide du gouvernement. Cette pandémie va provoquer le chaos. Ces provisions permettront à plus de 200 habitants de rester confinés chez eux pendant les prochains jours. Merci beaucoup. Dans ce quartier, il n'y a pas d'eau courante. Impossible de se laver les mains plusieurs fois par jour. Irassi, 78 ans, vit seul dans cette petite maison. Je n'ai de l'eau que le soir. Je remplis un bidon pour en garder pour en avoir le matin. On ne peut pas aller vivre ailleurs, donc on va souffrir ici. En plus, j'ai du diabète et de l'hypertension. Malgré les risques, le président Jair Bolsonaro a appelé les Brésiliens à reprendre une vie normale. Par crainte des conséquences économiques, il refuse le confinement. Dans les favelas de Rio, la colère gronde.
Son raisonnement, c'est que tous les pauvres doivent aller au front, continuer à travailler et mourir, c'est tout. Ceux qui vont tout y perdre ici, c'est nous. On va perdre nos familles. Face à l'inaction du gouvernement, les trafiquants de drogue, qui contrôlent certains de ces quartiers, ont décidé de faire respecter le confinement. Ils ont fait passer la consigne aux habitants de rester chez eux. Ces jeunes sont nés ici, ils ont toute leur famille, leur grand-mère qui vivent ici. Ils prennent la souffrance de la population au sérieux, alors ils finissent par prendre le rôle de l'État ici. Avec le risque d'épidémie, c'est désormais celui d'une explosion de violence qui menace Rio. À pied, à vélo, seul ou à plusieurs, tous les moyens sont bons pour quitter au plus vite Antananarive. Ces travailleurs pauvres n'ont pas d'autre choix. Dans la capitale malgache, confinés depuis déjà plusieurs jours, ils ne peuvent plus travailler. L'exode vers les campagnes est leur seule solution. Si on rentre chez nous à la campagne, nous n'avons pas de loyer à payer. Nous avons le riz dans les champs, alors qu'à Antananarive, nous devons payer même pour l'eau. À la campagne, on peut vivre de nos récoltes. Un sac ou une valise sur le dos, pas plus. Sur la Nationale 7, qui dessert la plupart des grandes villes du Sud, pas un seul taxi collectif, interdit pour éviter les contacts. Seulement ces files de malgaches contraints à la fuite en avant. Le gouvernement ne peut rien faire pour endiguer la vague. Les gens préfèrent rentrer dans leur village natal, car ils n'ont rien à manger à Antananarive. C'est triste, vraiment très triste, et on ne sait pas quoi faire face à ça. Ils sont vraiment très nombreux à partir à pied vers la campagne. Plusieurs milliers de personnes ont déjà pris la route. Ce scénario se répète partout sur le continent. Au Kenya, au Congo, au Niger ou encore au Gabon, les populations fuient les capitales. À Madagascar, le président, lui, a décrété un plan d'aide sociale d'urgence, des dons alimentaires destinés aux plus vulnérables. Et alors que le Mali n'est pas épargné par le coronavirus, aujourd'hui, les électeurs avaient rendez-vous aux urnes pour le premier tour des législatives, maintenu sur fond de crise sanitaire et sécuritaire. Dans les rues désertes de Jérusalem, la police patrouille à longueur de journée pour faire respecter les lois de confinement imposées en Israël. Nous nous dirigeons actuellement vers le domicile d'un individu dont nous savons qu'il revient de l'étranger. Selon la nouvelle loi, dans ce cas, il faut rester 14 jours en quarantaine. Devant cet immeuble, les policiers retrouvent des fonctionnaires du ministère de la Santé. Ils contactent d'abord par téléphone la personne localisée. Vous vous trouvez actuellement en quarantaine, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes venus voir si tout va bien. Comment vous vous sentez? Vous pouvez vous mettre à la fenêtre, s'il vous plaît? Ça va? Vous savez jusqu'à quand vous devez rester en quarantaine? Jusqu'à vendredi prochain. Si vous avez des symptômes, vous appelez tout de suite les secours. 75 000 personnes sont censées rester en quarantaine à domicile en Israël. Elles reçoivent toute la visite de la police, sans exception. Il n'y a pas beaucoup d'infractions, environ 2% d'après ce que nous constatons. Et dans ce cas, nous transférons le dossier à la police. Les gens peuvent recevoir des amendes ou même faire l'objet d'une procédure pénale. Désormais, la police israélienne peut aussi localiser les personnes potentiellement porteuses du virus sans le savoir. Le gouvernement a mobilisé le Shin Bet, le principal service de renseignement. Il est autorisé à retracer les déplacements des citoyens grâce à leur téléphone portable. Il sera possible de récolter des renseignements sur l'historique des déplacements d'un individu porteur du virus durant les 2 dernières semaines. Ces renseignements seront ensuite croisés avec ceux d'autres personnes qui ont été en contact physique avec lui. Les personnes ainsi détectées par la police seront prévenues par message qu'elles doivent immédiatement se soumettre à un test de dépistage, puis se placer en quarantaine, sous peine de sanctions. Bénir les cercueils par dizaines et sans les familles des défunts, c'est devenu un rituel pour Giuseppe Locatelli, le curé de la paroisse d'Albino. Dans l'église de la ville, plus aucun fidèle depuis que l'Italie est en confinement total. En Lombardie, la pandémie a été foudroyante, mais les risques de contamination n'ont pas découragé le père Locatelli. J'ose dire qu'en tant que prêtre, nous sommes en deuxième ligne. Nous devons reconnaître le rôle des médecins et des infirmières, les risques qu'ils prennent chaque jour.
Nous prenons moins de risques qu'eux. Pourtant, les prêtres paient un lourd tribut. Le pape François les a exhortés à ne pas cesser de sortir et à rendre visite aux malades. En Italie, 67 d'entre eux ont trouvé la mort depuis le début de la pandémie. Dans les rues, les rares passants saluent l'engagement de ces hommes d'église. Ici, un curé, le père Giuseppe Berardelli, est mort infecté par le Covid-19. Sans savoir que ce virus était si dangereux, notre curé a poursuivi son travail. Il est allé dans les maisons, a célébré des funérailles et quand il a été infecté, il ne s'est pas arrêté. Selon le journal de l'épiscopat, des dizaines de prêtres seraient contaminés. Difficile d'apporter réconfort et prière sans risquer sa vie et peut-être celle des autres face à un virus extrêmement contagieux. Salut à tous, c'est DJ. Écoutez, on espère que vous allez bien. Là, moi, on est sur un confinement qui est un peu compliqué. Pour l'instant, ça va. En plus, je suis en coloc, donc je suis pas toute seule. Je vis le confinement plutôt très bien, parce que je suis dans le sud depuis pas mal de temps. Du coup, il y a beaucoup de soleil et il n'y a pas trop de monde, donc c'est un peu rassurant en plus. Ça commence à être un peu dur, mais on pète pas encore un câble. Mes 2 coups de cœur culture en ce moment, c'est le livre de Chimamanda Ngozi Adichie, Americana, que je kiffe, que j'ai presque fini. J'ai un film que j'ai adoré, que j'ai vu l'année dernière, qui s'appelle Parasite. Il a eu la Palme d'Or en 2019. En tout cas, si vous l'avez pas vu, c'est un film de ouf, faut vraiment aller le voir. La série des mangas One Piece, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, il y a genre 5 mois, mais je crois que j'ai quasiment fini. Ça a été une vraie claque. Ça et le manga Naruto, tu vois, je ne sais pas trop quoi choisir entre les deux. On espère que vous restez chez vous, que vous confinez bien. Si on respecte tous les règles, ça durera vraiment moins longtemps. On vous fait plein de gros bisous, du courage, et à très vite. Salut. Ce tango, tango sans toi, je ne pourrais pas le danser, danser 100 fois. Les paroles s'envolent, les messages s'envoient. C'est comme se dire des je t'aime sans voix. Danser, danser 100 fois.